cette exposition, elle est liée, vous l'avez vu, à un volume, enfin à 43 volumes, qui sont les 43 volumes du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, qui a été donc dirigé et publié sous la direction de Jean Métron, avec la participation donc de Claude Pelletier ici présent, qui vous a fait visiter, pour certains d'entre vous, le détail de l'exposition qui est ici. Bon, j'ai cité Claude, mais il y aurait tellement de monde, je crois, à citer. 300 personnes. 300 personnes qui ont participé à la rédaction. Et puis André Jondeau, qui est loin d'être tout à fait étranger à ce dictionnaire, puisque c'est aussi un peu grâce à lui qu'il a été édité. Enfin, tout à fait. Non, non, mais voilà. Reconnais que tu y as joué un grand rôle. Oui, parce que tout de même... alors, on en a beaucoup parlé ce matin, c'est un dictionnaire qui n'est jamais fini, apparemment. C'est un dictionnaire en vie perpétuelle, puisqu'il est question de le continuer dès qu'il y aura effectivement, dans la période contemporaine, des noms nouveaux à mettre. Alors ce soir, nous avons invité donc Madeleine Rebériou. Je ne sais pas s'il faut encore présenter Madeleine Rebériou, mais on va quand même le faire, qui est une historienne spécialiste de Jaurès et du mouvement ouvrier, du socialisme, en particulier du socialisme français, qui a été professeure et qui est aujourd'hui essentiellement donc présidente de la Ligue des droits de l'homme en France. Je ne me trompe pas, je crois que c'est bien ça. Et auteur d'un certain nombre d'ouvrages dont nous vous avons tiré la liste, la bibliographie. Et je vous promets qu'un grand nombre de ces ouvrages fondamentaux figureront dans le fond de la médiathèque dans les mois qui vont venir. On en a déjà quelques-uns, mais nous aurons les autres. Voilà. Eh bien, je crois que je vais vous laisser la parole sur les droits de l'homme et la citoyenneté. Oui, je ne sais pas si je vais parler tellement des droits de l'homme et de la citoyenneté, parce que il me semble que, en relation avec l'exposition qui est ici, qui occupe vos murs, c'est plutôt droits de l'homme, citoyenneté sociale et mouvement ouvrier qu'il faudrait essayer de traiter. Donc il faudrait essayer de vous dire quelques mots. Et en plus, je dirais que ça m'intéresse davantage, dans la mesure où, au titre de la Ligue des droits de l'homme, j'ai comme objectif à la fois la promotion des droits et celle de la citoyenneté, puisque le vrai titre de la Ligue des droits de l'homme, c'est Ligue pour la défense des droits de l'homme et du citoyen. Et que pour avoir quand même énormément travaillé sur l'histoire du mouvement ouvrier dans ma vie universitaire et dans ma vie de chercheuse, et avoir aussi énormément collaboré au dictionnaire, je me sens très proche de l'exposition qui est montrée ici. Alors, pour nous, quand nous disons défense des droits et de la citoyenneté, comment nous entendons les choses? Nous pensons que la citoyenneté, c'est la garante des droits. Alors, je vais quand même dire ça pour commencer. Que la citoyenneté est la garante des droits, ou plutôt, si vous voulez, qu'en dehors du droit lui-même et de sa mise en œuvre par les tribunaux, qui n'est pas absolument rien, le seul garant sérieux que les droits ne sont pas bafoués et qu'il peut être possible d'en promouvoir de nouveau, ce sont les pratiques de citoyenneté. Et d'ailleurs, il en est ainsi depuis la Révolution française, il en est ainsi dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où le rapport entre les droits énumérés et la citoyenneté, qui occupe la deuxième partie de la déclaration, est explicite. Les pratiques du citoyen, c'est ce qui fait vivre les droits, c'est ce qui donne sens, contenu, perspective aux droits. Et la citoyenneté, c'est quoi? Là, alors, il faut faire appel non seulement à la Déclaration des droits de l'homme de 89 ou à celle de 1793, celle de la République, dont on n'a pas très bien célébré, mais quand même un petit peu célébré le bicentenaire l'année dernière, mais il faut faire appel aussi aux pratiques de citoyenneté. Et c'est vrai que tout ce que nous appelons encore aujourd'hui pratiques de citoyenneté date de la Révolution. Et à cet égard apparaît comme garant de ce que nous appelons les droits. Par exemple, ces pratiques de citoyenneté consistent à se réunir, à rédiger des pétitions, à rédiger des textes avec lesquels on va interpeller les pouvoirs publics. Ça s'appelle une pétition, à faire signer ces pétitions, à les porter en délégation, aux pouvoirs publics, aux assemblées, aux élus, au besoin à faire des manifestations. Parce que manifester, c'est une manière aussi de porter en délégation ou d'accompagner la délégation. Toutes ces pratiques, qui datent aussi de la Révolution française, sur lesquelles le 19e et le 20e siècle n'ont pratiquement rien ajouté. Toutes ces pratiques, elles étaient mises en avant et mises en évidence pendant la Révolution, puisque ceux d'entre vous qui ont peut-être un peu travaillé sur cette période savent que les assemblées révolutionnaires, aussi bien la constituante que la législative que la convention, passaient leur matinée à recevoir des délégations qui leur apportaient des pétitions.
Et l'après-midi, les assemblées révolutionnaires délibéraient sur la politique générale, ce qu'il fallait faire, la défense du pays, les lois, les nouvelles constitutions, enfin tout ce qu'on voulait. Mais le matin, elles recevaient les délégations. Et on venait de toute la France leur apporter les délégations. C'est ainsi qu'était établi une espèce de contact permanent entre l'Assemblée élue et puis la base populaire. C'est une des raisons pour lesquelles nous disons que la Révolution est un moment privilégié de notre histoire, parce que c'est un moment dans lequel la base populaire s'est constamment exprimée, en même temps que s'exprimaient ce qu'on appellera plus tard les élites, si vous voulez, ou disons les Lumières, comme on disait à l'époque, plutôt les Lumières que les élites. Bon, alors, vous dire ça, du point de vue de la Ligue des droits de l'homme, c'est assez intéressant, parce que la Ligue est née elle-même en 1898, donc il va y avoir 100 ans. Et elle est née en pleine crise de l'affaire Dreyfus, et avec une volonté évidente, patente, convaincue, qui était de remédier aux atteintes aux droits et à la crise de citoyenneté dont souffrait la France à la fin du XIXe siècle. Alors, les atteintes aux droits, elles sont parfaitement évidentes dans ce qu'on appelle l'affaire Dreyfus, dont vous entendrez pas mal parler cette année, puisque c'est le centenaire du début de l'affaire, qui paraît plein de bouquins nouveaux, des numéros de revues spéciaux. Il vient de paraître un numéro de la revue L'Histoire, là, consacré à l'affaire Dreyfus, il y a deux ou trois choses intéressantes dedans. Il vient de paraître un autre numéro de revue, une revue qui s'appelle 1900, dans laquelle on essaie d'expliquer pourquoi des gens sont devenus Dreyfusards et d'autres sont devenus anti-Dreyfusards. Et il y a 3 ou 4 bouquins, dont les uns sont intéressants et les autres nuls, qui viennent de sortir. Bouquin nul, je vous signale d'avance, c'est pas la peine de l'acheter. C'est celui de M. Doise, consacré à expliquer que toute l'affaire Dreyfus est une affaire d'espionnage, bien plus compliquée que celle qu'on croyait, destinée à mettre en avant le canon enfin, plutôt à mettre en avant le cachant, le projet de canon de 75, et au contraire à mettre en avant, en ne le cachant pas, le canon de 120. Alors il y a un monsieur qui a écrit là-dessus 150 pages, ou même 200 pages, je crois, dépourvu, il faut dire la vérité, de tout intérêt. Sauf si on s'intéresse à l'art militaire, enfin au rapport entre le canon de 75 et le canon de 120, ce qui est le droit de tout le monde. Les deux tuent. Oui, donc quand même, quand la Ligue est née, le droit au sens étroit du terme, d'abord il était pleinement bafoué, puisque le capitaine Dreyfus avait été condamné après un procès devant le tribunal militaire, procès dans le cadre duquel on n'avait pas communiqué ni à l'avocat de l'accusé, ni à l'accusé lui-même, les pièces principales qui étaient la base de l'accusation portée contre lui. Bon, ce qu'on appelle le dossier secret. Or, le droit français, même le droit militaire, après tout, interdit absolument que devant un tribunal, on soit jugé sans que l'accusé et son ou ses défenseurs aient connaissance de l'ensemble des éléments du dossier. Là, capitaine Dreyfus, droit bafoué. Bon. Deuxièmement, l'égalité des droits, c'est-à-dire l'idée que les droits sont égaux pour tous, qui est une idée fondamentale dans la République. Elle est clairement énoncée dans la Déclaration des droits et c'est quand même la base de la République. L'égalité des droits était complètement moquée pendant l'affaire. Le capitaine est soupçonné en tant que juif, et une fois soupçonné d'être espion en tant que juif et en plus alsacien, on va faire en sorte, l'État, les pouvoirs d'État vont faire en sorte qu'il soit traité comme on traitait les étrangers, c'est-à-dire pas conformément au droit français, et qu'en toutes circonstances, ça soit sa qualité d'étranger qui lui soit opposée, notamment par les antisémites et par ceux qui conduisent la campagne qui vise à dire que le capitaine est forcément coupable, mais qu'il soit traité comme un étranger. L'idée qu'un étranger ne peut pas disposer des mêmes droits qu'un Français est une idée extrêmement forte à l'époque. Michel Dreyfus vous en a peut-être parlé à propos des Italiens. Et cette idée est forte aussi, y compris pour les fils d'étrangers. Par exemple, on dit d'Émile Zola, qui prendra position pour Dreyfus dans un texte célèbre qui s'appelle J'accuse, et qui paraît dans le journal L'Aurore le 13 janvier 1898. Barrès dit d'Émile Zola qu'Émile Zola ne peut pas penser en français, ne peut donc pas écrire en français non plus, ne peut pas penser en français parce qu'il a du sang italien qui coule dans ses veines, parce que son père était italien. Alors c'est un argument tout à fait fort, vous voyez. Bon. Non seulement un étranger ne peut pas être traité comme un Français, mais un fils d'étranger, même naturalisé, même le plus grand romancier de son temps, le plus célèbre de son temps, est considéré comme ne pouvant pas penser français. Quant à un juif, il est forcément plus étranger que tous les autres. Le juif est étranger parce qu'il est juif, et la famille Dreyfus, ils sont en plus étrangers, parce qu'ils sont d'origine allemande, parce que l'Alsace, où une partie de la famille est restée, même si le capitaine Dreyfus est devenu officier de l'armée française, est devenue allemande, et parce que de toute façon, les juifs sont 2 fois étrangers, une fois comme juifs et une fois comme agents des Allemands ou d'autres choses. Enfin,
Une telle crise dans le cadre de laquelle la Ligue est née, disant c'est pas possible que le droit soit bafoué à ce point, que l'égalité des droits soit bafouée à ce point, est aussi caractérisée par une profonde crise de citoyenneté. À la fin du XIXe siècle, pendant une période qui dure une quinzaine d'années, on constate que d'une part, il n'y a plus du tout de réforme sociale dans la société française, on constate que l'école publique, l'école laïque pour laquelle la République avait fait les premiers pas et qu'elle avait littéralement créé et porté à bout de bras, est contrée de façon souvent efficace par une école privée qui est très vigoureusement soutenue, non pas seulement par l'Église, mais par l'ensemble de la bourgeoisie française, la majorité de la bourgeoisie française. Bon, on constate que la liberté de la presse est bafouée. Les attentats anarchistes qui sont produits en France entre 1892 et 1894 ont amené le Parlement à voter une loi qui limite la liberté de la presse, alors que la liberté de la presse était proclamée depuis 1881. Cette loi sera qualifiée par les anarchistes et par les socialistes de loi scélérate, et l'interdit, sauf à être poursuivi, et l'interdit de mettre en avant des théories qui sont contraires à la base sur laquelle repose la société républicaine, en fait la société bourgeoise en particulier, et l'interdit de porter atteinte et de dénoncer le droit de propriété, de considérer que le droit de propriété est susceptible d'être dénoncé. Or, tout l'anarchisme, toute la pensée socialiste, toute la pensée anarchiste repose sur l'idée que le droit de propriété est éminemment contestable, hein, et qu'il n'y a pas matière à sacraliser la propriété, que l'avenir de la propriété, c'est celui d'une propriété collective. Bon. Alors bien donc, on porte atteinte à la liberté de la presse, on porte atteinte à la liberté de réunion. Les réunions anarchistes, les réunions socialistes révolutionnaires soupçonnées d'être anarchistes sont souvent interdites ou limitées dans leur durée, où on soumet à une surveillance extrêmement sévère tous les militants qui parcourent ces réunions et qui sont considérés comme des fauteurs de grève. La grève commence à être considérée, alors qu'elle est légale depuis 1864, comme une atteinte au droit public. Bref, on est dans une période de crise profonde des droits et de la citoyenneté. Et cette crise correspond aussi à, comme la crise actuelle dans laquelle nous vivons aujourd'hui d'ailleurs, comme la crise actuelle, elle correspond à autre chose, elle correspond à une crise sociale et économique très très profonde, dans le cadre de laquelle les bases technologiques de l'industrie sont en train de se modifier très profondément, et pas seulement les bases technologiques de l'industrie, mais aussi l'organisation du commerce. La concentration du commerce amène bon nombre de boutiques à fermer. La concentration, les premiers pas de la concentration, pas les premiers pas, mais le stade qu'atteint à ce moment-là la concentration de l'industrie amène un grand nombre de petits ateliers à fermer. Et les responsables des petits ateliers, les boutiquiers, les artisans, désespérés de perdre en somme ce qui était la base de leur travail, se tournent, quelques hommes extrêmement peu nombreux, vers les pensées, les théories socialistes ou anarchistes, mais l'écrasante majorité d'entre eux passent à l'antisémitisme, à la haine des étrangers, et constituent les bases des organisations d'extrême droite qui pullulent en France à la fin du XIXe siècle, et que l'on voit accéder, sinon au pouvoir, du moins dans des systèmes proches du pouvoir, au moment où l'affaire Dreyfus se déclenche. Alors, lorsque la Ligue des droits de l'homme se crée, elle déclare qu'elle fait sienne les déclarations des droits, et que son objectif est justement de remettre à jour la citoyenneté, d'obtenir qu'à nouveau, l'État, les pouvoirs publics soient interpellés sur les actes qu'ils commettent, qui sont contraires au droit au singulier et à l'égalité des droits. Et cette interpellation des pouvoirs publics, c'est l'objectif même que se donne la Ligue quand elle se crée. Et de ce point de vue-là, elle déclare qu'elle retrouve les origines de la République, elle replonge aux origines de la République dans la Révolution française, et elle fait sienne la volonté de remettre en œuvre ce qui avait, à ses yeux, et aux yeux de beaucoup de gens en France d'ailleurs, été perverti et corrompu pendant les 15 années qui vont de 1895 à la fin du XIXe siècle. Bon, alors, quel rapport, me direz-vous, est-ce qu'il y a entre tout cela et puis l'histoire du mouvement ouvrier? Eh bien, moi, je crois qu'au moment même où se crée la Ligue des droits de l'homme, au moment même où elle remet en avant la défense des droits, la Déclaration des droits de l'homme, la défense des droits et les pratiques de citoyenneté, le problème des relations
entre la citoyenneté et le mouvement ouvrier est tout à fait au cœur du débat qui se déroule dans la France. Devant les droits, devant le problème des droits, devant le problème de ce qu'on appelle souvent, même à l'époque, les libertés bourgeoises, les socialistes sont divisés. Les syndicalistes sont le plus souvent indifférents, sauf aux libertés syndicales. Et les anarchistes eux-mêmes sont divisés. Alors, comment, pourquoi? Je préférerais partir de là, essayer de vous faire comprendre comment, au moment de l'affaire Dreyfus, les socialistes, les anarchistes et les syndicalistes sont divisés profondément, ou indifférents devant le problème des droits et devant le problème de la citoyenneté, que de procéder à un survol historique des rapports entre les droits de l'homme et la citoyenneté et le mouvement ouvrier. Je crois que c'est plus intéressant. Alors, deux courants se manifestent en fait, dans la gauche française, ouvrière, qui est la base du socialisme, de l'anarchisme et naturellement du syndicalisme. Deux courants. Alors, il y a un courant de profonde hostilité, aux bases sur lesquelles la Ligue des droits de l'homme se crée, donc à la défense des droits, et notamment à la défense de Dreyfus. Bon. Sur quoi repose cette hostilité? Cette hostilité repose sur deux thèmes essentiels. D'une part, l'affaire Dreyfus et l'idée qu'il faut défendre les droits de ce capitaine juif qui a été condamné à tort. Cela nous détourne de la lutte des classes. Et c'est tout à fait vrai, c'est impossible de dire autrement. Pour une raison simple, c'est que le capitaine Dreyfus est un officier qui appartient à une famille très riche, qui dépensera d'ailleurs énormément d'argent pour faire reconnaître l'innocence du capitaine, et qui a bien eu raison de le faire, parce que sans ça, il n'aurait pas été reconnu. Bon. Donc il appartient à une famille d'officiers très riches, parce que tous les jours dans l'armée française, il y a des simples soldats qui sont condamnés à des peines très lourdes, et parfois à la peine de mort, tout simplement, sans même être passés devant un conseil de guerre qui a au moins jugé le capitaine, même s'il l'a jugé contrairement au droit, et qu'ils sont condamnés pour des actes qui n'ont rien à voir avec la trahison qui était reprochée à tort au capitaine Dreyfus. Ils sont condamnés à mort ou à des peines très très lourdes pour avoir craché à la figure de leur adjudant, ou bien traité de salaud leur officier. Bon, bref, la hiérarchie militaire est à l'époque d'une sévérité extraordinaire à l'égard des gens du peuple. À l'égard des gens du peuple, à l'égard des ouvriers. Et donc, il est bien vrai que, d'une certaine manière, soutenir un officier riche qui appartient à un milieu, l'armée, où tous les jours on condamne de simples soldats pour des actes qui sont sans conséquence, alors que le capitaine Dreyfus est condamné, certaines sans doute, mais pas à mort, il est condamné à la déportation pour un acte qui passe pour le pire aux yeux de la patrie, qui est la trahison. Il y a là une injustice de classe qui paraît évidente au monde du travail. Évidente. Et cette idée que l'affaire nous détourne de la lutte des classes, elle est défendue par une partie des syndicalistes, elle est défendue par une partie des socialistes, les socialistes autour de Jules Guesde, et oui, les socialistes autour de Jules Guesde, le guédisme est un des courants du socialisme qui est présenté dans cette exposition, même si Guesde avait dit, à certains moments, c'est un grand événement, finalement sur l'essentiel, Guesde dit non, on ne peut pas s'engager dans une campagne de ce genre, c'est s'engager contre la lutte des classes. Et puis la deuxième raison, qui conduit une partie des travailleurs, des ouvriers, du mouvement ouvrier, à se montrer très hostile à la défense des droits et à entrer en citoyenneté dans l'affaire Dreyfus, c'est une autre raison qui concerne surtout les anarchistes. Que disent les anarchistes, ceux qui sont hostiles, il y en a d'autres qui sont favorables, ils disent s'intéresser à l'affaire Dreyfus. C'est s'engager dans une polémique stérile avec l'État, parce que l'armée fait partie de l'appareil d'État. De toute façon, tous les militaires sont des salauds. Tous les officiers sont des salauds. L'armée tout entière est un corps haïssable, dès lors qu'on n'est pas simple soldat. Et d'autre part, cette affaire, elle met en question la direction de l'armée, elle met en question le Parlement, qui refuse de discuter de l'affaire Dreyfus, elle met en question le gouvernement, qui déclare qu'il n'y a pas d'affaire Dreyfus, et qui refuse de s'y intéresser par conséquent. Et nous, anarchistes, nous refusons de nous intéresser à tout ce qui concerne l'État. L'État n'est pas notre domaine, l'armée l'est encore moins, nous ne voulons entendre parler ni de l'État au plan politique, ni de l'État au plan militaire. Et donc, qu'irions-nous faire à nous occuper de l'affaire du capitaine Dreyfus? Alors, c'est en partie, le journal Les Temps Nouveaux et les anarchistes qui s'expriment autour du journal Les Temps Nouveaux, qui est créé d'ailleurs en 1895, qui développent cette position. Et puis vous avez, dans le mouvement ouvrier, vous avez au contraire des courants qui sont favorables
Alors, vous avez, par exemple, sur quelle base s'expriment ces courants favorables? Alors, première base est très, très forte. Elle est énoncée par Jaurès d'une façon tout à fait magnifique. Ils disent, non sans hésitation d'ailleurs, parce que Jaurès a mis longtemps à s'engager dans l'affaire Dreyfus. Il ne s'engage qu'en 1898. Dreyfus, explique Jaurès, est dépouillé, certes c'est un ennemi de classe, hein, officier appartenant à la riche bourgeoisie, mais il est dépouillé de tous ses caractères de classe par l'injustice dont il a souffert. Tout individu qui est victime d'une grave injustice, d'une injustice qui porte atteinte aux droits officiels, aux droits, et toute injustice qui porte atteinte aux droits d'un individu, d'un particulier, dépouille, dès lors qu'elle est connue, ce particulier, des caractères de classe qui s'imposaient, hein, qui auparavant le caractérisaient. Alors, ne considérez plus que Dreyfus est un bourgeois, ne considérez plus que Dreyfus est un officier, considérez-le comme quelqu'un que l'injustice qu'il a subie a fait prolétaire comme vous. Et vous devriez comprendre qu'il est aussi prolétaire que vous, parce qu'il est comme vous, victime d'une grande injustice. C'est un argument très très fort et qui a été porté par l'éloquence de Jaurès, par la chaleur de cœur de Jaurès, par la puissance de démonstration de Jaurès, et qui a convaincu énormément de militants socialistes et de militants ouvriers. Deuxième argument, développé notamment par quelqu'un comme Pelloutier, qui est à l'époque le principal dirigeant de la Fédération des bourses du travail, le secrétaire de la Fédération des bourses du travail. Les ouvriers ont encore davantage besoin de droits que les autres. Hein. Ne méprisez pas le droit. Même si le droit peut être manipulé par les puissants, même si le droit est souvent utilisé dans les tribunaux, au bénéfice de ceux qui ont de l'argent contre ceux qui n'en ont pas, au bénéfice de ceux qui savent contre ceux qui sont ignorants. Bon. Peu importe, le principe du droit, depuis la Révolution française, c'est qu'il s'applique à tous. Et les ouvriers qui, précisément, devant les tribunaux, sont souvent victimes des positions de classe des magistrats, souvent mal défendus par des avocats riches et qui préfèrent défendre les pauvres, les riches que les pauvres. Bon. Ils ont besoin de s'appuyer sur le droit, ils ont besoin même de le connaître. Ils ont besoin de gens qui leur seront dévoués, qui travailleront pour eux et qui iront pour eux devant les tribunaux et aussi dans les revues et dans les lieux où s'élabore ou commence à s'élaborer le droit du travail pour dire les ouvriers aussi ont droit au droit. Et ignorer le droit, ne pas s'en saisir, c'est commettre une erreur majeure devant le mouvement ouvrier lui-même. Vous voyez ? Bon. Et puis, il y a un troisième argument, qui est un argument qui va être défendu en particulier par les anarchistes, mais pas seulement par eux, par des syndicalistes aussi, et aussi par des socialistes d'ailleurs, et qui consiste à dire, mais regardez, Dreyfus, condamné comme il l'est, Dreyfus que l'armée accable, Dreyfus que le Parlement accable, parce que le Parlement disait, l'affaire jugée, on ne revient pas sur une affaire jugée, Dreyfus que le pouvoir politique accable. Il a fallu attendre 1899, et Dreyfus avait quand même passé 5 ans en déportation pour que justice soit non pas faite, mais enfin, qu'on puisse imaginer que justice serait faite. Bon, alors, finalement, il a contre lui les mêmes gens qui nous haïssent. Il a contre lui l'Église, qui le déteste parce qu'il est juif. Il faut voir ce que c'est que l'Église catholique de l'époque. Hein. L'Église catholique de la fin du XIXe siècle, c'est une Église fondamentalement antisémite. Il y a eu 3 ou 4 catholiques qui sont rentrés dans les organismes dreyfusards avec beaucoup de courage et qui ont été très admirés. Donc il n'y a pas eu... Tous les catholiques n'ont pas été anti-dreyfusards. Enfin, l'Église, dans sa hiérarchie, et particulièrement le journal La Croix, qui aujourd'hui est un journal tout à fait digne de sympathie et qui se conduit comme tous les journaux. Bon, il est à l'époque le plus antisémite de tous les journaux après la libre parole de Drummond. Et en un sens plus terrible que la libre parole, parce qu'il a des lecteurs à travers toute la France, toute la totalité de la France, et qu'il est relayé par des journaux départementaux qu'on appelle les croix, les petites croix départementales, qui relayent ce journal. Bon. Alors regardez, disent ces gens-là, Dreyfus a les mêmes ennemis que nous, les ouvriers, la hiérarchie militaire, l'Église, le patronat, le pouvoir politique, qui nous méprise. Hein, et qui a refusé toute réforme sérieuse depuis la fin des grandes réformes votées entre 1881 et 1884, notamment depuis la loi Baldec-Rousseau qui avait légalisé les syndicats. Tout ça, c'est fini. Bon. Nous avons les mêmes ennemis. Alors, si nous avons les mêmes ennemis, agissons ensemble. Agissons ensemble. Et c'est sur ces bases-là que, dans l'Ille-et-Vilaine, à Rennes,
un militant syndicaliste qui s'appelle Bouga, dont j'ai repéré tout à l'heure la photo en menuisier avec ses bons gros bras, là, accepte de venir défendre les meetings que les intellectuels de la ville de Rennes, et notamment Victor Bache, qui deviendra plus tard président de la Ligue des droits de l'homme, qui à l'époque est jeune maître de conférence à Rennes, organisent pour faire reconnaître l'innocence de Dreyfus. Mais dans une ville totalement cléricale et très majoritairement antisémite, il faut vraiment les ouvriers pour venir défendre les intellectuels. Et il rentrera d'ailleurs 600 membres de la Bourse du Travail à la Ligue des droits de l'homme, à Rennes, pour bien montrer, non pas la première année, mais en quelques années, et notamment à l'appel de Bouga et de Victor Bache lui-même d'ailleurs, pour bien montrer que pour eux, en effet, ils avaient les mêmes ennemis. Nous avons les mêmes ennemis. Bon. Mais dire que nous avons les mêmes ennemis, il faut voir aussi les conséquences que ça entraîne pour le mouvement ouvrier. Cela signifie que les patrons ne sont pas les seuls ennemis des ouvriers. Et ça, c'est une idée extrêmement riche, extrêmement intéressante, extrêmement ancienne en France, mais contre laquelle, précisément, une partie des socialistes et une partie du syndicalisme avaient tendance à prendre position. Quand on dit aux ouvriers, vous ne vous situez que dans la lutte de classe, vous ne vous définissez que par la lutte des classes, la première réaction la plus sommaire, la plus évidente dans la lutte des classes, c'est de dire bon, nos ennemis, c'est les patrons. La lutte des classes, c'est les ouvriers contre les patrons. Quand on dit, au contraire, aux ouvriers, ou quand les ouvriers pensent par eux-mêmes, ou quand les socialistes, les anarchistes, syndicalistes leur disent mais regardez, il y a des ennemis communs à Dreyfus et à nous. Et ces ennemis communs, ce n'est pas seulement le patronat, c'est aussi les hiérarchies militaires, c'est l'Église, ce sont les parlementaires que vous envoyez dans l'ignorance, beaucoup d'entre eux sont républicains, que vous envoyez au Parlement. Vous voyez ? C'est le gouvernement, composé de gens, bon, c'est très compliqué de décrire ça à la fin du XIXe siècle, enfin je reviendrai tout à l'heure si ça vous intéresse, mais c'est le gouvernement que pourtant vous avez élu, c'est le suffrage universel qu'il a porté. Donc utilisez autrement le suffrage universel. Quand on dit tout ça, on est amené à dire aux ouvriers, vous voyez bien que le droit des ouvriers, que la volonté ouvrière, que l'espoir ouvrier ne peut pas se déployer uniquement dans l'opposition au patronat, qu'il a d'autres bases. Et ça, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un moment exceptionnel dans l'histoire des rapports entre mouvement ouvrier, citoyenneté et droit de la France? Je ne suis pas sûr. Plutôt d'un moment charnière. Alors, je voudrais vous dire ça en 2 mots. Je crois qu'en effet, le mouvement ouvrier français et pendant tout le XIXe siècle. Et d'une certaine manière, il se sent encore aujourd'hui, à mon avis moins qu'à la fin du XIXe siècle, mais enfin, l'héritier de la Révolution française. C'est-à-dire l'héritier du seul pays où les couches populaires aient participé à la Révolution avec les Lumières. Ça ne s'était pas passé comme ça aux États-Unis, ça ne s'était pas passé comme ça en Angleterre, ça ne s'est passé comme ça dans aucun autre État de la fin du XVIIIe et de la première moitié du XIXe siècle. Le propre du mouvement ouvrier français, c'est de se penser comme l'héritier d'une grande révolution populaire, ce qui signifie qu'il fait partie de ce milieu populaire et qu'il est attaché, enfin, pour employer un mot un peu pompeux que j'aime pas beaucoup, aux mêmes valeurs, voilà, aux mêmes valeurs populaires. Bon. Mais en même temps, le mouvement ouvrier français, il est aussi le porte-parole d'une révolution industrielle tout à fait spécifique. Alors, 2 mots sur ce cas de spécifique, cette révolution industrielle, et vous allez voir les conséquences que ça a sur les rapports entre mouvement ouvrier, citoyenneté et droit en France. Enfin, ceux qui ont fait de l'histoire savent ça aussi bien que moi. La révolution industrielle française est une révolution très lente, dont Michel Perrault a trouvé un très bel adjectif pour la décrire. Elle a dit que c'était une révolution doucereuse. En ce sens que les vieilles sociétés ouvrières, composées d'artisans ou composées d'un artisan avec 2 ou 3 ouvriers, 2 ou 3 apprentis, si vous voulez, constituent les cadres de la vie ouvrière française jusqu'à la fin du XIXe siècle. Jusque dans les années 1880, 90, 1900. Jusque précisément au moment où éclate l'affaire Dreyfus. Que jusqu'à ce moment-là, la grande usine, la fabrique, comme on a dit pendant longtemps, est l'exception. Il y a Schneider, tout à l'heure, André Jandot me rappelait qu'il avait travaillé dans les années 1950, pas dans les années du Second Empire. Bon, bien sûr, quand même, pas tout à fait. Vous avez, moi, on m'a souvent demandé si j'avais connu Napoléon Ier, alors je n'ai pas de problème dans ce domaine. Bon. Mais d'autres usines, les fabriques textiles du Nord, et puis la mine. Mais sorties de grosses entreprises de sidérurgie, de la mine, des mines de charbon,
des mines de fer qui commencent à s'implanter en Lorraine, et puis du textile, du coton, non, ce n'est pas le monde de la fabrique et de l'usine qui domine l'industrie française de la fin du XIXe siècle. Jusque dans ces années-là, c'est vraiment encore la petite entreprise, quasi artisanale. Et c'est dans cette petite entreprise, contre ce petit patronat, mais avec ce petit patronat aussi, que s'est forgé le syndicalisme français. Les premiers grands syndicalistes français viennent tous des vieilles sociétés ouvrières. Et ça explique en partie le rôle qu'ont joué dans ce syndicalisme les ouvriers du livre, par exemple. C'est quand même Koyfer, le fondateur de la Fédération des ouvriers du livre, qui a été le trésorier de la CGT. Et il a appris à la CGT à tenir des comptes. Bon, le Pelloutier, le secrétaire des bourses du travail, n'est pas du tout ouvrier. Bon, c'est quelqu'un qui vient du journalisme. C'est un petit bourgeois journaliste. Celui qui lui succédera, Griffuls, à la tête de la CGT, est un ouvrier des cuirs et peaux. Les cuirs et peaux, ce n'est pas de la grande usine. C'était des petites entreprises, vous voyez. Bon. Donc, la France est un pays où l'industrie s'est développée lentement. Alors, bon, réaction, conséquence de cet état de choses, qui vous aide à comprendre pourquoi et comment l'attention au droit et l'attention à la citoyenneté sont plus vives et dans le mouvement ouvrier français que dans d'autres pays à la même époque. Conséquence, c'est que la classe ouvrière française ne s'est jamais, enfin, dans tous les cas, non, elle ne s'est jamais, dans tous les cas, elle n'était pas, à la fin du XIXe siècle, constituée en bunker. Hein. Elle n'arrive pas à se penser comme une classe totalement indépendante, qui n'a de rapport qu'avec le patronat, qui ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans l'État, qui ne se pose pas les grandes questions de la liberté de la presse, de la liberté d'expression, de la liberté de réunion. Tous, dans un pays comme l'Allemagne, par exemple, où l'industrialisation a été extrêmement brutale, extrêmement rapide, la classe ouvrière qui s'est constituée avec un parti social-démocrate extrêmement puissant, des syndicats extrêmement puissants, qui n'ont rien à voir avec le dérisoire syndicat français. Il n'y a personne de syndicat en France. Avec le socialisme français, il n'y a personne dans le Parti socialiste français. Il y a quelques dizaines de milliers de personnes, ça n'existe pas, ça. Bon, à côté des gros bataillons allemands. Mais à la différence de l'Allemagne, en France, la classe ouvrière n'a jamais été coupée des milieux populaires, et donc elle n'est pas coupée de la République, elle n'est pas coupée de la citoyenneté, elle n'est pas coupée du droit. Et quand on lui tient le discours que lui tient Jaurès, ou que lui tiennent les anarchistes, bon, elle entend ça. Elle entend ça. Alors ça fait le désespoir de ceux qui pensent qu'il faut définir le socialisme uniquement par la lutte de classe. Ça fait le désespoir de Gued et des amis de Gued, ça fait le désespoir de certains syndicalistes. Mais il en est ainsi. On peut s'en réjouir ou ne pas s'en réjouir. Du point de vue de la citoyenneté, de l'intérêt pour la vie publique, pour la vie civique, pour la République, pour le droit, je crois qu'il faut s'en réjouir. Voilà, il faut bien en avoir conscience. Et ce n'est pas parce que les Français sont meilleurs que d'autres. Non, c'est lié au retard avec lequel et à la lenteur avec laquelle la révolution industrielle s'est déployée en France, et c'est lié à l'ancrage dans les luttes populaires de la Révolution française. Hein. C'est les deux raisons. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit supérieur. Bon, pas supérieur aux autres, il n'y a vraiment pas de quoi. Bon. Cette situation, on la verra se maintenir même lorsque la grande usine deviendra l'image de la France, c'est-à-dire pendant l'entre-deux-guerres. Pendant l'entre-deux-guerres. Hein. Je crois que Gérard Noiriel a très bien montré ça dans son livre sur les classes ouvrières, que le moment où la grande usine devient l'emblème du monde ouvrier français, ce sont les années 1930, c'est l'entre-deux-guerres. Et puis c'est les années qui suivent immédiatement la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Eh bien, même à ce moment-là, où le mouvement communiste, c'est bien le Parti communiste que les organisations trotskistes, enfin bon, en France, ceux qui ont de l'influence, c'est le Parti communiste, il ne faut pas exagérer quand même. Bon. C'est le Parti communiste. Ou bien les syndicats CGTU, qui sont plus implantés que les autres dans le monde de la grande entreprise. Bon. Même à ce moment-là, le Parti communiste a tenté de constituer la classe ouvrière en force bloquée. Il a tenté. Hein, et la tactique électorale qui correspondait à ça, ça consistait à dire au deuxième tour, on ne vote pas pour le socialiste. Voilà. Hein, ni pour le radical. On maintient le candidat communiste, et puis voilà. C'est la transcription électorale de la stratégie selon laquelle il ne doit pas y avoir d'alliance. Hein, la classe ouvrière est isolée. Voilà. Classe contre classe. Classe contre classe, oui, ça s'appelle classe contre classe. Et puis ça n'a pas tenu longtemps, parce que dès que les communistes ont eu la possibilité, à travers un immense mouvement de masse, qui est le mouvement du Front populaire, qui est à partir de 34, de février 34, de se réinsérer dans le mouvement de masse, c'est fini, c'est balayé. C'est balayé, classe contre classe, plus personne n'en parlera. Hein.
Et c'est un moment assez grandiose d'ailleurs, classe contre classe, c'est un moment assez extraordinaire. C'est le seul moment où les communistes français ont essayé de se penser comme les communistes allemands ou comme les communistes russes. Bon, classe contre classe, comme les bolcheviks. Puis ça ne marche pas en France. Bon, et puis dès qu'on peut retrouver les milieux populaires et les alliances et le droit et la pratique civique, eh bien on le fait. On le fait. Et on manifeste dans la rue, et du coup on a des centaines de milliers de personnes dans la rue, et non pas 5000 personnes. Et ça n'empêche pas qu'on soit réprimé, ça n'empêche pas qu'on soit l'objet de poursuites devant les tribunaux, ça n'empêche pas que les journaux soient interdits, ça n'empêche rien de tout ça. Mais au moins, on a non seulement des arguments pour répondre, qui sont les arguments de toute la République, on a la force ouvrière avec soi, les arguments de la République, et le soutien de ceux qui, dans la République, continuent à penser, pensent que le droit n'est pas fait uniquement pour les puissants. Il y a quand même beaucoup de républicains qui pensent que le droit n'est pas fait uniquement pour les puissants, et une partie de ces républicains étaient de ceux qui avaient créé la Ligue des droits de l'homme en 1898, et dont l'écrasante majorité d'entre eux n'étaient pas du tout des ouvriers, d'ailleurs, évidemment. Bon, alors j'ai essayé d'évoquer cela pour vous montrer à quel point l'ancrage dans les droits et l'ancrage dans la citoyenneté représente en France quelque chose d'original. Je vous ai pris le cas allemand, mais j'aurais pu prendre le cas anglais, qui est tout à fait différent, mais qui du point de vue que j'évoque, ressemble au cas allemand. Le cas français est un cas très, 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 très original. Donc, bon, citoyenneté et défense des droits. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est là-dessus que je voudrais un petit peu conclure pour répondre au deuxième thème qui était évoqué par le titre de cette causerie, qui était citoyenneté sociale. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Ce que nous voyons, c'est que, d'une part, les atteintes contre les droits sont en ce moment en train de se développer à une très grande vitesse. Il faut bien voir que ce qu'on appelle les atteintes contre les droits des étrangers sont en même temps et inséparablement des atteintes contre les droits des Français. D'abord parce qu'ils annoncent les atteintes contre les droits des Français, et puis parce qu'ils mêlent les atteintes, droits des étrangers, droits des Français. C'est évident, par exemple, quand on regarde la limitation, l'autorisation reconnue maintenant officiellement à la police d'interpeller les gens dans la rue pour vérifier leurs papiers d'identité, qui constitue une atteinte absolument insupportable à la liberté de circuler. Alors, il est bien évident qu'à partir du moment où, officiellement, ce n'est pas selon le faciès que l'on interpelle les gens. Ce n'est pas parce qu'ils sont les cheveux frisés ou bien parce qu'ils sont la peau noire qu'on les interpelle. C'est la loi interdit d'interpeller. On sait bien que ça se passe quand même comme ça. Mais la loi interdit de le faire ainsi. Bon, donc si ce n'est pas au faciès, c'est à quoi? C'est à tout ce que vous voudrez. C'est les jeunes qu'on interpellera plutôt que les vieux. C'est naturellement plus les jeunes bronzés que d'autres. Demain, ça sera les malades. Demain, ça sera ceux qui ont l'air malades. En disant, monsieur, vous avez l'air malade, est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas le sida? Est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de le communiquer à votre voisin, comme beaucoup de gens continuent à penser que cette maladie est transmissible, contrairement à toute information sérieuse? Voilà. Bon, le droit du travail, en ce moment, à la limite, on peut dire que dans les entreprises, il n'y a plus de droit du travail. L'année dernière, non, en 92, j'ai été responsable d'un colloque sur le centenaire de l'inspection du travail. C'était un colloque tout à fait d'historien. Hein. Et nous avions invité les inspecteurs du travail à venir assister au colloque. Et il en est venu au total, dans les dernières séances, celles dans lesquelles ont été abordées des questions qui concernaient la situation actuelle, il en est venu presque une centaine, ce qui est énorme. Il y a 900 inspecteurs du travail en France, il y en a pratiquement 1 sur 9 qui étaient venus lors des dernières séances. Et ils nous ont dit, on sentait qu'ils étaient, pour eux, c'était une source de profond désespoir, c'était des gens qui étaient rentrés dans l'inspection du travail après 1968. Et ils considéraient qu'ils étaient rentrés là pour promouvoir les droits des travailleurs, en tout cas pour les faire respecter, et si possible pour les améliorer, pour les promouvoir. Or, ils nous ont dit, mais on n'est plus rien, on ne fait plus rien. Dans les entreprises, il n'y a plus de syndicats, à l'exception de quelques très grosses boîtes. Il y a encore des syndicats, les bourses de travail dans les villes ou dans les départements, dans les départementales, mais dans les entreprises, il n'y en a plus. Les patrons font exactement ce qu'ils veulent. Aucun ouvrier n'a plus aucune conscience de ses droits, ou plutôt les ouvriers n'ont encore conscience de leurs droits qu'au moment où ils vont être licenciés. Et ils nous ont dit, nous ne gérons plus le droit du travail, nous gérons uniquement le droit au licenciement. Nous ne gérons plus que des licenciements. Et il est bien évident que de ce point de vue, la majorité actuelle et les forces sociales qui sont derrière cette majorité
ne se prépare pas à défendre bien hardiment le droit du travail. Hein. À partir du moment où les travailleurs eux-mêmes n'ont plus la force nécessaire pour obtenir que le droit soit mis en œuvre, et où on ne vient même plus trouver les inspecteurs du travail chargés d'en être les garants, en leur disant, bon, ce qui nous arrive est inacceptable, il est bien clair que ce n'est pas le pouvoir qui va aller contre une pareille attitude. Tout au contraire, toutes les demandes de déréglementation qui sont à l'heure actuelle déposées ont pour finalité de limiter davantage les droits et l'expression des travailleurs dans les entreprises. Notamment une décision toute récente qui augmente considérablement le nombre de travailleurs qu'il doit y avoir dans une boîte pour qu'il puisse y avoir un délégué. Pas les comités d'entreprise, mais les délégués. Bon, donc voilà, atteinte aux droits des femmes. Alors, mesdames, là, je ne sais pas, il nous attend rien de bien gai. Hein. Je crois que c'est Mme Codaccioni qui va devenir secrétaire d'État et même ministre de la Famille pour l'année 94, qui est année de la famille. Et elle est l'auteur d'un rapport que j'ai lu avec beaucoup d'attention et qui est du point de vue de l'accès au travail des femmes. Principale conquête avec la contraception, quand même, des femmes depuis les 25 dernières années, qui est absolument terrible. Puisque l'objectif de ce rapport, c'est de ramener les femmes à leur foyer en leur garantissant un salaire qui correspondra qu'elles recevront dès le premier enfant et qui sera un peu plus élevé quand il y en aura un second, de manière, les choses sont dites clairement, à permettre aux hommes d'occuper les postes dans l'entreprise. Alors certes, ce salaire est baptisé de salaire parental. Il y a l'adjectif parental. Mais tout l'environnement du rapport, tout le texte du rapport montre très très clairement que seules les femmes sont visées. Et sous le couvert de l'année de la famille, au lieu d'avoir des mesures qui rendraient éventuellement réellement service aux familles, notamment des mesures sur le logement social, qui pourraient rendre réellement service aux familles, et pas seulement aux célibataires qui pourtant ont parfois bien besoin aussi d'être logés. Les SDF, c'est quand même majoritairement des gens seuls, hein, des hommes et des femmes solitaires. Bon, solitaires. Bon, mais enfin, même en prenant en charge, et sérieusement, la problématique de la famille, ce qui se prépare cette année n'a rien à voir avec la problématique de la famille au sens où nous l'entendons. Bon, la deuxième raison, le deuxième phénomène devant lequel nous nous trouvons, c'est l'absence de projets politiques d'envergure permettant à la citoyenneté de se déployer. On peut dire qu'à l'heure actuelle, ni dans les syndicats, hélas, ni dans les partis politiques, hélas aussi, il n'y a de véritables projets capables de donner aux gens la volonté profonde, ardente d'être citoyen, de combattre, de s'exprimer. Je sais qu'on a eu la manifestation du 16 janvier et que c'était une très belle manifestation. Mais qu'est-ce qu'elle a montré? Elle a montré que c'est sur une valeur très forte en France, parce qu'elle touche à la fois à la liberté et à l'égalité, qui est la valeur de l'école, mais une valeur très ancienne quand même, hein, une valeur qui a plus de 100 ans, que les Français sont capables de se remobiliser. D'ailleurs, j'ai discuté avec un certain nombre de gens dans la manif, il y avait plusieurs qui avaient sur des problèmes essentiels à nos yeux, des points de vue... j'aurais été obligé de les contrer très vigoureusement dans une réunion publique. Beaucoup d'entre eux tenaient le ministre de l'Intérieur pour un grand laïc et un grand républicain. Mais évidemment, mais il faut voir ce que les gens pensent. Mais il faut voir. Dans cela, tout à fait sérieusement, et avec des arguments très solides. Il va nous débarrasser des étrangers. Il va permettre à l'école laïque de retrouver sa force, puisque nous n'aurons plus d'enfants d'étrangers, donc les instituteurs pourront se consacrer à enseigner l'orthographe, la grammaire, le calcul, et ce dont les jeunes Français ont besoin à des classes moins nombreuses, etc., etc., etc. Non, il faut bien savoir ce que pensent les gens. Hein. Bon. Donc la mobilisation sur l'école, à mon avis, elle était très importante, c'était fondamental, parce qu'elle fait bouger les rapports de force, mais elle ne me paraît pas l'indice d'une prise de conscience globale de ce qui arrive à la société française, et elle ne me paraît pas forcément devoir donner naissance à des projets politiques et sociaux qui correspondent vraiment à la fin de ce XXe siècle. Bon, alors il ne faut pas s'étonner si dans ces conditions, la méfiance à l'égard des partis, la méfiance à l'égard des syndicats reste considérable. La Ligue des droits de l'homme ne prétend pas remplacer les syndicats, elle ne prétend pas remplacer les partis. Elle sait qu'elle a besoin des syndicats et des partis. Puis moi, comme personne, j'en ai besoin aussi, parce que je m'intéresse à l'histoire globale de notre République, à notre histoire globale. Bon. Mais il faut bien voir que nous sommes encore très loin de l'élaboration
d'un projet crédible aux yeux d'une partie importante, suffisamment importante de la société française pour que celle-ci se mette en mouvement. Il faut bien en avoir conscience. Alors, la conséquence, c'est que les gens ne vont pas voter. La conséquence, c'est que les gens ne vont pas voter. Mais au-delà de ces deux raisons, qui explicitent le fait que les gens, qui constituent une partie des raisons pour lesquelles les gens votent très peu, il faut bien voir que la raison fondamentale de ce retrait de citoyenneté que nous constatons, de cette faiblesse des partis, de cette faiblesse des syndicats, de cette faiblesse de la participation électorale. Aujourd'hui, quand on a 70% des électeurs inscrits qui votent, on dit c'est un grand triomphe. Maastricht, il y a eu 70% des électeurs inscrits qui ont voté, grand triomphe. Mais 70% des électeurs inscrits votants, c'était une catastrophe sous la Troisième République. Une catastrophe. La donnée normale, c'était entre 78, 76 et 82%. 70%, c'était vraiment signe d'années de fléchissement profond. Donc on est dans une période de fléchissement profond de tous les modes d'expression de la citoyenneté. Et la racine fondamentale d'un tel état de choses, c'est le chômage. Nous en sommes maintenant profondément convaincus. Nous sommes profondément convaincus que le chômage tue le citoyen, qu'il isole les individus, qu'il les conduit à se replier sur eux-mêmes, à quitter le syndicat auquel ils adhéraient auparavant, à supposer qu'ils y aient adhéré, à se désintéresser des partis politiques dont ils pensent que globalement, ils, au pluriel, n'ont rien fait pour eux, à s'intéresser au contraire éventuellement au seul parti politique qui n'a pas encore accédé au pouvoir, qui est le Front National, et qui, lui, n'ayant pas encore accédé au pouvoir, jouit encore d'une espèce de virginité par rapport à un monde de gens que le chômage écrase et qu'il isole. La solitude, c'est le pire de tout. Il faut bien voir que le mouvement ouvrier, comme les pratiques de citoyenneté, sont nés contre la solitude, sont nés de la volonté de dominer l'isolement. Le seul acte solitaire que l'on commette en citoyen, c'est le vote. Mais en dehors du vote, qui est un acte en effet solitaire, et où on veille à ce qu'il soit commis de façon solitaire, toutes les autres pratiques de citoyenneté sont des pratiques collectives, comme les pratiques du mouvement ouvrier sont des pratiques collectives. Or, tout cela est mis en cause aujourd'hui par le chômage. Alors, à la Ligue des droits de l'homme, on a beaucoup réfléchi à cette situation, et depuis 1 an et demi, nous essayons de promouvoir un adjectif nouveau, accolé au mot citoyenneté, et qui est l'adjectif social. Et nous parlons de citoyenneté sociale. Non pas que la citoyenneté sociale doive remplacer la citoyenneté politique, il ne s'agit pas de ne plus voter, naturellement, mais il s'agit de dire que pour revenir à des pratiques de citoyenneté, pour retrouver la capacité à défendre les droits, il faut que les forces associatives, que les syndicats aussi, que les partis, mais que les forces associatives d'abord, que tous ceux qui s'intéressent à la culture, tous ceux qui s'intéressent à la défense du droit, tous ceux qui s'intéressent à la citoyenneté, prennent conscience que c'est dans la situation sociale de la France, aujourd'hui, que se trouve la source fondamentale de la crise de la citoyenneté. Alors, et donc, en accolant l'adjectif social, nous appelons à ce que, naturellement, les droits des travailleurs qui ont encore du travail soient maintenus et garantis. Nous appelons à ce que les moyens de lutter contre le chômage, en liaison avec le mouvement syndical, en liaison avec les chômeurs eux-mêmes, en liaison avec toutes les forces qui prennent conscience de cette situation, que les moyens de promouvoir la lutte contre le chômage donc soient mis en avant. Nous appelons à réfléchir sur la nécessité de diminuer la durée du travail et d'organiser autrement la vie de travail. Nous appelons à réfléchir à la nécessité absolue de développer les services publics. Nous appelons à la nécessité absolue de développer les services de proximité. Et nous savons que l'argent est trouvable. Les 350 à 400 milliards qui sont soit dépensés directement pour aider les chômeurs, soit qui sont la conséquence induite, comme on dit, par le chômage, c'est-à-dire la conséquence du fait que les chômeurs achètent moins et qu'avec la crise, les gens achètent de moins en moins, ils seraient quand même mieux placés, c'est le moins qu'on puisse dire, à essayer de créer de nouveaux emplois et de les faire fonctionner, des emplois dont la société a besoin. Nous appelons aussi à ce que le logement, sans lequel, aujourd'hui, on ne peut pratiquement plus être citoyen, et d'ailleurs il en était déjà ici au XIXe siècle, que le logement fasse l'objet d'un effort immense, aussi bien pour ceux qui ont très peu d'argent que pour ceux qui n'en ont pratiquement pas. Or, vous savez que toutes les mesures qui sont prises en ce moment, notamment en matière de logement social, au niveau de l'État, sont d'une extrême gravité. Par exemple, on a relevé récemment, et de façon très importante,
le taux maximum de salaire dont on doit disposer pour pouvoir accéder à un logement social. Mettons que jusque-là, je ne connais pas les chiffres, hein, mais mettons que jusque-là, c'était 7 000 francs par mois. Maintenant, c'est 9 000 francs. Hein, donc, le taux a été relevé d'une façon tout à fait considérable. Bon. Conséquence, les organismes qui gèrent les logements sociaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux aussi, ils veulent être bons gestionnaires. Ils ne veulent pas rentrer en faillite. Ils vont louer les logements sociaux, non pas aux gens qui ont 3 ou 4 000 francs ou 5 000 francs par mois, mais aux gens qui ont 8 9 000 francs, qui eux-mêmes ne sont pas très riches, qui eux-mêmes sont avides de logement social, naturellement. Et du coup, comment vont se retrouver ceux qui ont 4 ou 5 000 francs de salaire, ou 5 500 francs, l'équivalent du SMIC, ou ceux qui vivent avec le RMI? Vous voyez, voilà comment on détourne le logement social de son objectif. On le détourne par une politique de rentabilisation à tout prix, et on le détourne en élevant le plafond des salaires exigés pour pouvoir accéder au logement social. Bon, voilà des situations qui sont quand même très, très graves. Bon, or, nous savons aujourd'hui que qui n'a pas de logement n'a même pas de carte d'identité, ne peut donc même pas voter, ne peut même pas accéder à ce b.a.-ba de la citoyenneté qui est le vote. Hein, même pas, même pas. Vous savez qu'au 19e, sous la Révolution française, il en était ainsi des vagabonds. Il y a quand même quelque chose comme 5 millions de vagabonds dans la France de la Révolution. De gens comme ça, sans domicile fixe, qui erraient dans les campagnes. C'était la terreur des campagnes. Les villes, on les chassait. Mais c'était la terreur des campagnes. Bon. Et qu'encore au milieu du 19e siècle, quand la Seconde République, dans sa phase la plus réactionnaire, a voulu limiter le droit de vote, elle a obligé les Français, pour voter, à être présents depuis, c'est 3 ans, c'est ça? C'est 3 ans? Oui, 3 ans. Dans la ville où ils demandaient à voter. Bon, et ça a mis immédiatement 3 millions de Français à l'écart du droit de vote. Et il n'y avait pas les femmes à l'époque. Hein. Ça a mis 3 millions de Français instantanément à l'écart du droit de vote. Parce que la classe ouvrière était vagante, parce qu'elle se déplaçait, qu'elle est vagabonde. Elle l'était beaucoup à l'époque, elle l'est beaucoup moins maintenant. C'est peut-être très dommage qu'elle ne le soit plus. Parce que ne plus l'être, ça veut dire aussi qu'elle a perdu toute souplesse par rapport aux demandes, aux propositions de travail éventuellement faites dans des lieux différents. Mais enfin, c'est ainsi, hein, c'est un trait de société de la fin de ce siècle. Bon, alors, les gens ne sont plus vagants, sauf les sans domicile fixe, sauf les misérables. Et ces sans domicile fixe, le nombre n'en est pas exactement connu, il est de toute façon de l'ordre de grandeur probablement de 200 000 en France. C'est un chiffre plutôt minimum que maximum. Et 200 000 personnes qui n'ont même pas la possibilité de voter, puisqu'ils n'ont même pas de papier d'identité, qui n'ont pas non plus la possibilité d'accéder aux soins dans les hôpitaux normaux, hein, qui n'ont pas la possibilité d'accéder même aux droits sociaux, qui d'ailleurs ignorent ces droits sociaux, qui ne savent même pas comment ils peuvent les demander. Bon. Alors, nous considérons que sur le problème du travail, sur le problème du logement, sur le problème, sur les questions de santé, sur toutes ces questions qui relèvent des problèmes sociaux, qui relèvent de la société. Il est temps que la Ligue des droits de l'homme, que les organisations qui s'intéressent passionnément à la citoyenneté et aux droits fassent front. Et il est temps, à nos yeux, de promouvoir ce que nous appelons cette citoyenneté sociale. Ça veut dire, de façon très concrète, d'intervenir partout où on peut le faire pour le chômage, contre le chômage, pour le logement, sur les problèmes de santé. C'est seulement s'il y a un immense mouvement qui arrive à articuler ainsi le politique sur le social que je pense que les Français retrouveront les pratiques de citoyenneté qui ont été les leurs pendant si longtemps et qu'elles seront retrouvées aussi dans un monde du travail beaucoup plus diversifié, beaucoup moins ouvrier, c'est vrai, beaucoup plus employé qu'il l'était à la fin du XIXe siècle, ou qu'il l'était encore il y a 40 ou 50 ans, mais qui n'a pas cessé pour autant d'être le monde du salariat, celui auquel cette exposition qui est sur les murs de cette médiathèque est consacrée. Voilà. Je crois qu'on peut remercier Madeleine Robert-Hugh de cette causerie, enfin disons pour le moment, de cette conférence extrêmement passionnée, enthousiaste, dynamique, et qui, je pense, enfin surtout, nous appelle à la vigilance. Enfin moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti en écoutant parler Madeleine, parce qu'il y a beaucoup à faire actuellement. Et un autre mot aussi qui me vient à l'esprit, ce serait celui de se ressaisir. Parce que je crois qu'effectivement, il y a beaucoup à faire, il y a un schéma de société à refaire, il y a
une idée de construction de société à remettre en place pour remobiliser les citoyens et retrouver cette citoyenneté sociale dont parlait ici Madeleine. Et moi, personnellement, je partage tout à fait son analyse, en particulier sur la base sociale de la citoyenneté. Bon, c'est une analyse que nous n'avons pas encore beaucoup entendue. Non, elle est tout à fait neuve, vous savez. Parce que les idées politiques, enfin les partis politiques parlent beaucoup d'idées politiques et ne parlent pas toujours assez justement de cette citoyenneté sociale, je pense. Ils n'articulent pas les deux. Voilà. Et ça, la Ligue des droits de l'homme, c'est pratiquement la seule organisation qui pouvait faire ça. Parce que nous, on est nés dans le politique, en pleine affaire Dreyfus, comme j'ai essayé de vous l'expliquer tout à l'heure, on est nés en défenseur des droits et de la citoyenneté politique. À l'époque, personne n'aurait pensé employer autrement. On est né aussi dans une période d'intense mouvement social. La CGT vient au monde en 1895, les bourses de travail se fédèrent depuis 1892, etc. On est né dans une période de constitution des partis politiques. Bon, mais on est né en politique. Mais très vite, dès 1908-1909, la Ligue des droits de l'homme, elle a été amenée à avoir devant les yeux les atteintes aux droits que les gouvernements républicains mettaient en œuvre à l'égard des syndicalistes. Lorsque Clémenceau a arrêté en 1908 tout le bureau confédéral de la CGT, au moment des grèves de Draveil-Villeneuve-Saint-Georges, la Ligue des droits de l'homme a soutenu le bureau confédéral de la CGT. Et pourtant, il n'y avait pas beaucoup de confédérés CGT à la direction de la Ligue des droits de l'homme, je vous en réponds. Il y avait un cheminot, et je ne suis pas sûr qu'il était syndiqué, j'en suis pas sûr du tout. Bon, mais la Ligue des droits de l'homme a dit, mais c'est notre devoir, c'est le droit qui est violé. De quel droit est-ce qu'on arrête des hommes qui n'ont aucune responsabilité directe dans ce qui vient de se passer? Il y avait eu des événements graves à Draveil-Villeneuve-Saint-Georges, il y avait eu 4 morts, bon, mais la direction confédérale de la CGT n'avait aucune responsabilité directe, même si c'était des syndicalistes du bâtiment, qui avaient certaines responsabilités, et la police qui en avait encore bien plus. Mais l'idée, écoute, le droit, c'est que les gens sont responsables individuellement. Est-ce que il n'est pas normal d'arrêter ces gens? Bon. Et de même, elle a soutenu les postiers lorsque ceux-ci ont fait grève en 1909, et elle a soutenu le droit des postiers à faire grève, le droit des syndicats de postiers à se constituer, le droit des syndicats d'instituteurs à se constituer, à une époque où le syndicalisme des fonctionnaires était interdit. Alors, ne vous faites pas d'illusions, que les gens syndiquent. Beaucoup d'adhérents de la Ligue des droits de l'homme le voulaient bien, mais qu'ils puissent faire grève en se syndiquant, ça, c'est une toute autre affaire. Et la Ligue des droits de l'homme a perdu, elle avait 80 000 adhérents en 1908. Entre 1908 et 1909, elle en a perdu 40 000. Uniquement pour avoir soutenu les positions que je viens de développer. Uniquement. Elle les a regagnées dans les années suivantes, auprès d'autres gens. Hein. Mais elle en a perdu 40 000 sur 80 000. Et moi, je dis que dans l'histoire d'une organisation, ce qui est intéressant, c'est les moments où elle perd des adhérents. Parce qu'à ce moment-là, on essaie de comprendre pourquoi ça s'est passé. À quoi c'est dû? Pourquoi? Et si on réfléchit à pourquoi, eh bien on voit mieux ce qu'il faut faire. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui, à mon avis, la seule organisation qui a dans son passé et dans son présent les forces pour parler de l'articulation du politique et du social. Les partis traitent du politique et ils traitent aussi du social, je le sais très bien. Mais l'articulation des deux, ils ne le font pas. Voilà. Ils ne le font pas. Puis ils traitent de l'économie, ils traitent de tout. Alors nous, c'est vrai, on n'est pas un parti politique, on n'a pas de programme économique. Mais l'articulation, ça n'empêche pas chacun d'avoir ses idées. Alors, ses idées, ça c'est un problème. Mais la Ligue en tant que telle, non. Mais l'articulation du politique et du social, si.